Bonjour et bienvenue chez Agora, ici Télévision. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Madame Siam Moussa qui nous parle de la banlieue parisienne, en France, écrivaine, fondatrice des éditions Hermiston Galablin. Elle est titulaire d'un baccalauréat littéraire. Elle a poursuivi ses études de droit à l'Université de Paris-Panthéon, Assas, menées en parallèle d'une pratique sportive de haut niveau débutée dès l'enfance. Après s'être orientée vers le journalisme, elle choisit de se consacrer pleinement à l'écriture. Santal Fantôme, l'essence des ombres et son premier roman. Madame Siam Moussa, je vous souhaite la bienvenue chez Agora. Merci à vous, Kamal, pour l'invitation. C'est un plaisir de vous accueillir. Alors là, c'est un titre assez révélateur. Santal Fantôme, l'essence des ombres. Qu'est-ce qui vous a inspiré d'abord à écrire ce livre et comment le lien avec l'essence des ombres s'articule-t-il avec le roman, justement? Alors, c'est un roman qui est né de plusieurs observations à travers mon parcours, que ce soit dans le sport, les études ou même les voyages. J'ai eu l'occasion de rencontrer des personnes qui étaient animées de désir, alors qu'il s'agisse de réussite, de reconnaissance ou même de relations. Et j'ai vu à quel point ces désirs, quand ils étaient excessifs, pouvaient fragiliser ces personnes. Pareil pour d'autres personnes qui traversaient des périodes, des expériences un peu plus douloureuses. Et à partir de ces observations, je me suis posé la question, qu'est-ce qui se passe dans leur tête pour qu'ils agissent ainsi, pour qu'ils soient aussi atteints, affectés par ces événements. Et donc, ce roman est né de ces observations, de ces interrogations. Et par rapport à l'essence des ombres, alors il y a beaucoup d'interprétations possibles, mais je dirais que c'est ce que chacun porte en soi, alors qu'il s'agisse de blessures, de, Mhm. de, de, comment dire, de faiblesses, c'est ce qui nous façonne et nous conditionne au quotidien. Très bien. Bon, c'est un roman qui est à la croisée du roman psychologique, du réalisme littéraire ou magique et de la littérature en général. Euh, s- Voulez-vous nous parler des thématiques qui sont explorées justement dans ce roman? Bon, c'est sûr, d'après le titre, on est comme carrément dans ce qui est fantastique et magique à la fois, une belle fusion de tous ces genres. Alors, quelles sont les thématiques qui vous ont fasciné, qui vous ont motivé justement, que vous avez voulu explorer à travers ce roman? Alors, il y a plusieurs thématiques. On va en retenir trois principales. Il y a tout d'abord le thème du deuil. Et Mhm. l'idée, c'est de montrer ce que la perte fait au corps, ce que la perte fait à l'esprit. On le voit à travers le personnage principal de Sina, que la perte de son frère l'a marquée. Elle va développer un comportement presque violent. Évidemment, on ne réagit pas tous de la même manière devant ces épreuves, puisque d'autres personnages ont aussi vécu cette situation et ils vont peut-être se tourner vers une forme de spiritualité ou autre. Donc ça, c'est le premier thème. Le second grand Mhm. thème, ça va être celui de la famille, puisqu'on va suivre plusieurs dynasties. Et à ce moment-là, il y a des grandes notions qui apparaissent, celle de l'héritage, de la transmission, de la place assignée avant la naissance. Et on le voit à travers la famille Benetivoglio, qui est une famille Mhm. de parfumeurs. Et non seulement ils n'ont pas le choix, ils choisissent pas leur destin, mais en plus ils portent le fardeau de leurs ancêtres. Et puis, on va avoir un troisième grand thème qui est celui du pouvoir. Alors, dans mon Mhm. roman, le pouvoir est incarné par Alexander Stanhope, c'est vraiment l'incarnation même du pouvoir. Et donc, on va décliner le pouvoir avec l'emprise, avec l'influence, puisque tout au long du roman, on voit ces jeux de pouvoir et on voit comment les personnages essaient d'asseoir leur autorité, leur emprise sur les autres personnages. Très bien. Bon, on va rappeler ces personnages, on va récapituler. Sina qui finit d'accepter l'idée justement de la disparition de son frère. Et puis, elle finit par confier son espoir à un mystérieux maître parfumeur.
alchimiste qui prétend pouvoir franchir la frontière de la vie, la frontière entre la vie et la mort, et puis d'accepter de ramener finalement son frère à la vie. Alors là, il y a une magnifique dimension humaine. Voulez-vous nous dire plus sur cette dimension humaine que vous instituez comme un pan dans ce roman, qui est celui de ramener un personnage de la mort vers la vie? Mais il semble que cette thématique elle est assez dominante. Mais voulez-vous nous en dire plus? Oui, bien sûr. Alors, je suis partie de l'idée que l'humain vit en permanence sur une ligne très fine entre raison et déraison. Et parfois, quand on est face à des expériences traumatisantes, il se peut que cette ligne se fissure. Et à ce moment-là, on n'est plus dans de la recherche de vérité, on va être surtout dans le fait de survivre. Et ce qui va être dangereux à ce moment-là, ça va être l'espoir, puisque l'espoir est souvent mal interprété. L'espoir, Mhm. c'est une probabilité fragile. Sauf que dans certains cas de manque de lucidité, l'espoir va se transformer en une promesse ou en une certitude, en quelque chose de véritable, comme avec cette idée que ça va marcher. Et ce qui se passe dans le roman avec Sina, c'est que Almin, donc l'antagoniste, Mhm. va lui insuffler cette idée qu'il peut ramener son frère à la vie, et cette idée, cet espoir chez Sina mûrit, et elle va après avoir cet véritable objectif de retrouver son frère. Et donc on voit bien que à ce moment-là, elle préfère accepter cette idée d'impossible que de se confronter à la réalité. Très bien, parfait. Donc là, l'intérêt de l'espoir comme vecteur dans votre roman est un intérêt qui est assez présent, un intérêt suprême, je veux dire. Très bien, on va juste faire une pause et on revient dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs. J'accueille Madame Siam Moussa, qui vient d'écrire un livre, je vais dire un roman assez dense. Il y a une magnifique fusion, tout ce qui est psychologique, magique. Un roman à lire avec des personnages fascinants, Santal, Fantôme, L'essence des ombres, et publié aux éditions Hermiston, Galablin. On vous revient. De retour avec vous, mesdames et messieurs, chez Agora, ici Télévision. Siam Moussa, c'est mon invité d'aujourd'hui. Nous parle de Paris, de France, la banlieue, là. Une C'est ça. écrivaine qui vient de faire paraître un livre qui a pris beaucoup de temps, là, à être écrit. Là, j'ai parmi les notes plus de 7 années. Notre invité va nous en parler un peu plus tard. Il y a un extrait que j'aimerais partager avec les gens, si vous permettez, Madame Moussa. Pas Bien sûr. 72. À la porte de la mort, Marlon demanda audience au roi des démons. Son corps, usé et son âge avancé, ne lui permettait plus de se rendre à Vélamar. Porté par l'un de ses petits-fils, il s'engouffra dans les cryptes oubliées du château. Derrière l'un des passages se trouvait un cachot. Marlon, incapable de se redresser, fut allongé à même le sol poussiéreux. Dans sa main, ridée et tremblante, reposait un vestige de l'Héracle. C'est alors qu'il s'exprima d'une voix peu audible. Ô roi des démons, voici la pierre que vous nous aviez confiée jadis. Alors là, on a comme l'impression de voir des images. Bon, en plus que le roman explore des zones d'ombre et de présence invisible, comment est-ce que ces manifestations se déploient-ils et se manifestent-ils dans la structure narrative de votre roman? Comment est-ce que vous les avez abordés justement? Alors, je suis partie du principe très simple que nous sommes constamment entourés de choses que nous ne voyons pas, que l'œil humain ne voit pas. Si on prend l'exemple des sentiments, les sentiments n'ont pas de forme, n'ont pas de couleur, et pourtant ils existent bien, ça relève de l'intime. Il y a également ce qui relève des croyances. Si on parle d'anges, de démons, ça relève des croyances. Il y a ce qui relève de la science, tout ce qui est atome, etc. etc. Et donc, dans ce roman, j'ai voulu dialoguer avec ces différents mondes Mhm. invisibles, et ils vont se traduire dans le livre avec une écriture où je laisse volontairement
des zones d'ombre, des silences, des explications volontairement retirées pour, entre autres, laisser place pour respecter la curiosité du lecteur. Et du coup, le lecteur va avancer dans une histoire visible, constamment traversée par un monde invisible qui est concret puisqu'il va influencer de manière notoire Mhm. les choix, les trajectoires, les destinées des personnages. Très bien. Bon, je reviens à cette idée tout à l'heure, de cette information, comme quoi ça vous a pris des années, 7 ans à écrire ce livre, peut-être à explorer tout ce qui a rapport avec le paranormal. J'espère que j'exagère pas là. Voilà, ça m'a pris 7 ans. Alors, il faut savoir que j'avais dès le départ à cœur de faire un ouvrage euh, qui fasse réfléchir, Oui. quelque chose porteur de sens. Et donc, j'ai commencé à écrire. Et comme je vous l'ai dit au départ, c'est un livre qui naît de plusieurs interrogations, de réflexions. Moi, je n'ai pas les réponses. Je me place en tant qu'observatrice Mhm. et j'écris, j'essaye de donner de la cohérence à mes personnages. Alors il faut savoir que moi-même, je n'ai pas tout vécu, hein. Il y a des expériences que je n'ai pas vécues et pourtant j'ai essayé au mieux de me placer dans la peau de ces personnages. Et quand on fait un travail aussi dense avec le fait de développer autant de personnages, puisque finalement, il n'y a pas beaucoup de personnages secondaires, puisque les personnages secondaires sont beaucoup développés, on connaît leur histoire. Donc quand on construit un univers aussi riche que celui-ci, avec des personnages très complexes, forcément, ça prend du temps. Oui, exactement. L'essence des ombres. Je vais vous demander de nous montrer le livre là, peut-être, s'il vous plaît, Bien sûr, Madame bien sûr. Moussa. Alors, regardez là, Santal fantôme. Puis il y a ce signe là, au milieu. Euh, Puis bon, les personnages, bon, on a un certain climat là, on peut l'imaginer. C'est comme l'aurore là, c'est comme les couleurs que l'aurore projette vers 5 heures, 4 heures du matin. Alors, l'ombre dans votre livre, est-ce que c'est une métaphore de la mémoire, Siam Moussa? L'ombre, comment est-ce qu'il faut le comprendre? Comment est-ce que vous le projetez? Est-ce que c'est une métaphore de la mémoire, de l'identité, de l'absence aussi? Alors, effectivement, il existe plusieurs interprétations possibles, hein, tout dépend du point de vue de chacun, mais disons que l'ombre, comme je disais, c'est ce que chacun porte, mais c'est surtout le reflet inconscient peut-être de nos désirs cachés, de nos conflits intérieurs, de nos peurs. Et donc, dans le roman, cette ombre marche comme un véritable outil narratif, puisque avec ça, on peut explorer la complexité humaine, la Mhm. psychologie humaine, et cette dimension d'ombre euh, aide aussi le lecteur à comprendre la transformation des personnages. Et si on se place d'ailleurs du point de vue des personnages, cette ombre euh, va également, comment dirais-je, ils vont se confronter eux-mêmes à cette part d'eux-mêmes Mhm. et ils vont du coup évoluer par la suite. Euh, Ça va révéler quelque chose en eux. Très bien. Euh, la question de l'intangible, là, ce qu'on ne peut pas palper et tâter, ce qu'on ne peut pas toucher, ça traverse votre œuvre. Comment est-ce que vous avez travaillé cette fusion entre le réel et l'imaginaire? Permettez-moi de revenir sur cette question parce que, bon, il doit y avoir un travail monumental entre le réel et l'imaginaire. Je ne sais pas quels sont les matériaux qu'on utilise à ce moment-là. C'est votre imaginaire, hein, mais encore. Alors, quand on travaille justement, comme vous avez dit, ce genre de roman très complexe en plus, c'est un travail d'équilibriste. On est toujours Mhm. entre l'imaginaire et le réel. Disons que l'imaginaire structure l'univers, parce que le roman se déroule dans une ville fictive, parce que le roman comporte des légendes. On parle d'une mystérieuse pierre, pardon, euh, parce que on va avoir une dimension onirique avec Vélamar, comme vous disiez, et donc tout ça structure l'univers. Quant au réel, il s'incarne, lui, dans les personnages. Pourquoi? Parce qu'on va suivre des humains, hein, comme vous et moi, et forcément, chaque humain
à ses propres expériences, à sa propre complexité, ses propres doutes, ses propres peurs. Et donc, pour garder ce côté réel, il fallait faire attention à ces différences et les faire évoluer avec ces différences. Et c'est grâce à ça qu'on peut croire, on va dire, en ce livre, même avec ce côté intangible qui traverse l'histoire de manière continue. Excellent. Alors, encore une pause et on revient dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs, pour continuer notre discussion avec notre invité aujourd'hui, Madame Siam Moussa, auteur de Santal, Fantôme, l'essence des ombres. À tout de suite. De retour avec vous, mesdames et messieurs, chez Agora ici Télévision, Siam Moussa, auteur de Santal, Fantôme, l'essence des ombres, publié aux éditions Hermiston Galablin, que vous êtes en train de voir, mesdames et messieurs. Une magnifique couverture, bon, un livre consistant, là c'est dit. Alors, merci, Madame Moussa, donc on va juste déposer le livre. Regardez, là, on va revenir à cette notion du parfum. Il y a eu cette magnifique citation à la page 409, Chambran Benetivoglio. Ah, même le nom, il est spécial. Bon, l'art du parfum réside dans ce qui échappe aux yeux. Il tempère les écueils de la nature humaine qui se mue alors en toi l'empreinte d'une élégance absolue. Bon, on voit l'impact du parfum. Comment comment un parfum puisse-t-il tempérer les écueils et quel rôle joue-t-il justement le sens de l'odorat, quel rôle joue-t-il dans la construction narrative de ce roman? Alors, pour répondre à votre dernière question, quand on écrit un livre, à la différence du cinéma, il n'y a pas d'image, il n'y a pas de son, il n'y a pas de couleur. En fait, tout naît de l'écriture. Et donc, l'idée, c'est de faire vivre l'histoire. Et donc, on va utiliser des descriptions, on va poser un décor, mais parfois, ça ne suffit pas. Et c'est là où ce que j'essaie de faire, c'est de créer une sorte d'immersion sensorielle. L'odorat, ici, ça allait de soi, c'était très naturel, puisqu'on suit une lignée de parfumeurs. Et l'odorat, c'est un sens très puissant, hein, ça renvoie aux émotions, ça renvoie à la mémoire. Et donc, grâce à ce sens qui est constamment mis en avant, le lecteur peut non seulement visualiser l'histoire, mais aussi la vivre. Ça, c'était pour votre dernière question. Et puis, quant à la citation, donc, c'est la citation de l'un des personnages. Chaque chapitre commence par la citation de l'un des personnages. Et donc, ce qu'il dit, c'est que le parfum, quand il est utilisé au sens traditionnel, c'est qu'il a le pouvoir ou l'effet de... il ne change pas la nature humaine, mais il le tempère, il l'adoucit quand il est imparfait, quand il est très brutal, il le nuance. Et le parfum, dans mon roman, est très important, mais tout dépend aussi du contexte dans lequel il est employé. Si je prends l'exemple de Sina, elle utilise le parfum dans le but de retrouver son frère, puisqu'il y a un nettoyage énergétique à faire pour se rapprocher de son objectif. Si on prend l'exemple de l'antagoniste, Almin, lui, il l'utilise dans ce cas pour asseoir son emprise, puisque ce parfum a des propriétés enivrantes, ça l'a déconnecté de la réalité. Un autre exemple, dans le livre, il y a un parfum iconique, comme on dirait, c'est celui de Tailleur 1601, ça représente le travail d'un génie, et pourtant, pour son auteur, Roger Alma, c'est une histoire un peu plus personnelle qui l'a fait disparaître. Donc, encore une fois, le parfum est omniprésent, mais il a une symbolique particulière selon le contexte dans lequel il est employé. Magnifique. Bon, on va dire quelques mots sur cette maison d'édition que vous avez fondée vous-même, Siam Moussa. Alors, on parle de Hermiston Galablin. Je vais vous laisser nous en parler, le mandat, les objectifs
Et puis apparemment, donc c'est votre premier roman que vous avez publié dans le catalogue de cette maison d'édition. C'est ça. Donc, j'ai fondé ma propre maison d'édition. C'est toujours pour garder une certaine liberté. Je voulais retrouver la liberté que j'avais dans l'écriture. Et donc, l'objectif, c'est à moyen long terme d'accueillir d'autres auteurs porteurs de projets ambitieux, porteurs avec des littératures très travaillées. Hein. J'aimerais qui Mhm. ressemblent plus ou moins à ce que j'ai fait. Et donc, étoffer ce catalogue dont j'ai inauguré, j'ai inauguré récemment avec mon premier livre, et également progressivement d'apparaître dans le paysage éditorial comme étant un acteur sérieux et reconnu. Magnifique. Alors, il faut vous féliciter pour ce courage hein, de non seulement écrire un livre assez dense, mais aussi de fonder votre propre maison d'édition. Il faut vous souhaiter une belle continuation. Merci. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous voulez que les gens retiennent de ce roman? Alors, il y a des gens qui écrivent pour transmettre des messages. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais les gens qui nous regardent au Québec, au Canada, comment est-ce que vous les encouragerez peut-être à le prendre, à l'acheter? Et qu'est-ce que vous avez voulu que les gens retiennent de manière générale? Alors, comme je l'ai dit au départ, c'est un roman qui est né de plusieurs réflexions. Donc, potentiellement, c'est un roman qui invite à la réflexion. Mhm. Et c'est ce que je veux pour le lecteur. J'ai envie que, devant certains passages, il puisse prendre du recul pour réfléchir à une situation qui pourrait les intriguer. Pour ceux qui seraient, qui s'identifieraient à l'un des personnages, j'aimerais que eux puissent peut-être trouver des mots sur ce qu'ils ont un jour vécu ou ressenti. Et indépendamment de la réflexion générale, il y a quand même un message implicite, une mise en garde implicite, qui est également le fait de faire attention quand quelqu'un se présente et prétend dépasser certaines frontières de l'impossible. Ça, c'est vraiment une mise en garde de manière générale. Très bien. Alors, Siam Moussa qui a été notre invité chez Agora ici Télévision. Merci beaucoup, madame, d'avoir répondu à notre Merci à vous. invitation. Alors, Merci à vous. merci de votre continuel intérêt, mesdames et messieurs. Kamal Benkiran avec vous chez Agora ici Télévision chaque jeudi à 15h30 chez ici Télévision. Alors, toujours culture, art, livres, actualité. Portez-vous bien. À la prochaine.